peine 13 ans et déjà du sang sur les mains, Aïcha Baba, jeune fille retrouvée à l'article de la mort à Ebolova, donne du fil à retordre à la police. Prise pour une simple victime d'agression, elle est en fait accusée d'un double meurtre. Révélation choquante d'une adolescente sous emprise et l'itinéraire d'une tueuse en série dans ce journal. Elles veulent troquer le pagne du 8 mars pour des tenues noires. Les femmes du collectif Stand Up for Cameroun appellent au boycott de la célébration pour réclamer le retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et pendant ce temps, une association de victimes de terrorisme de la crise anglophone annonce des plaintes contre les chefs miliciens à l'étranger. Elle affirme avoir fait bloquer une vingtaine de comptes bancaires pour leur empêcher de financer les groupes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bienvenue à tous. Qui est réellement Aïcha Baba? Vous vous souvenez, il y a quelques jours sur ces antennes, nous vous parlions d'une jeune fille retrouvée à l'article de la mort devant un domicile à Ebolova. Conduite dans une formation sanitaire, elle avait de nouveau disparu. Retrouvée, Aïcha Baba serait en fait l'auteur d'un double meurtre dans la Damawa. Ambroise Foguet tente de nous éclairer sur cette étrange affaire. La petite fille retrouvée ligotée et bâillonnée la semaine dernière au quartier Ebolova C2, internée au centre médical de la police, puis portée disparue le week-end dernier, vient d'être retrouvée dans les mêmes conditions, puis reconduite à l'hôtel de police. Après une nuit de soins, elle raconte. J'étais devant la porte là-bas. Quand elle est venue, elle m'avait attaché et bandé. J'étais encore là-bas dans le quartier. Qui? L'ami de mon père. Qui s'appelle? Démon. Si peut-être je suis avec mes amis ou je suis avec mes soeurs, elle me demande d'appuyer le coup. Et si je refuse, elle commence à me menacer. Il est souvent habillé comment? Elle s'habille comme une personne. Et il est le démon? Je ne sais pas s'il est démon. Elle vient souvent comme une personne comme ça. Il vient souvent à quelle heure? À partir des soirées comme ça. Démon, c'est le nom qu'elle donne à son bourreau, qui la troublerait depuis la mort de son père. J'étais au foyer de charité, l'ami de mon père qui m'a amené ici. Il s'appelle comment? Démon. Difficile de comprendre, n'est-ce pas? Aïcha Baba, 13 ans, élève de classe du cours élémentaire 1 à Sabongari en Ngaoundéré, dit être victime de démons, ami de ses feux parents, et ce depuis l'assassinat de ses frères Samuel et Gabriela, au lieu dit Onaref en Ngaoundéré. Les enfants étaient morts, les gens du quartier, on m'avait accusé. Quand on m'a accusé, les gens des postes, ils sont venus me prendre, amené au foyer de charité. Comment Aïcha Baba est partie du foyer de la charité au quartier plateau de Ngaoundéré pour se retrouver dans le sud à Ebolova? Elle a dit que parce qu'elle a tué mes frères. C'est pour cela qu'elle me menace. Mais quand elle m'a bandé, elle m'a amené ici. Elle m'a jeté partie. Aïcha, actuellement au commissariat central d'Ebolova, ne désire qu'une seule chose, de l'aide. De l'aide pour retrouver sa grand-mère Abiba, qui serait revendeuse de fruits en Ngaoundéré. Une bien sombre affaire. Si la journée a été particulièrement ensoleillée ce vendredi, la nuit dernière, c'est une forte pluie qui s'est abattue. De gros dégâts étaient enregistrés ce matin, des toits de maisons envolés, des poteaux électriques tombés et des câbles renversés. Junior Rossin et Marius Cosson ont fait le tour de la ville et dressent le bilan des dégâts. À l'origine de cet embouteillage impressionnant dans la ville de Douala, ce géant panneau publicitaire que tentent de dégager les agents de la communauté urbaine, renversé au milieu de la nuit par un vent violent suite à une forte pluie. Il est aussi à l'origine de l'endommagement de ce véhicule dont le chauffeur grièvement blessé est en ce moment pris en charge dans un centre de santé. Tu vois le taxi qui est là-bas, là. Bon, il a trouvé que la route... Bon, ça veut dire que le vent qui a fait, tu vois, on avait la pluie. Bon, il n'a pas vu bien, comme le phare ne peut pas être loin. C'est pour cela qu'il est venu entrer en bas de l'échangeur là. Ça s'est passé comme ça. Ça fait depuis 6 h du matin que nous sommes sur la route.
sont venus par terminus. On a trouvé qu'on a fait un barrage. Il fallait donc contourner. Nous sommes allés donc passer donc par Kololo, Nebel. Il n'y a pas moyen. Avant qu'on tourne un peu toute la ville, il n'y a pas moyen. On vient, on tombe à chaîne, mais même dans Bonapuzo. Un peu partout dans la ville de Douala, des panneaux publicitaires renversés. Au quartier Nubel-Bassa, de nombreuses habitations sont dépouillées de leur toiture. Le collège polyvalent Yagoretti, l'église catholique Sacré-Cœur, l'église évangélique du Cameroun de Nubel, ainsi que le consulat de la Guinée équatoriale à Douala sont également victimes de la violence du vent. Nous sommes victimes d'une catastrophe naturelle. Nous sommes seulement restés avec nos yeux pour pleurer. Et nous implorons les âmes de bonne volonté de venir nous soutenir dans ce désastre parce que nous aussi nous avons eu quelque chose comme un waché. Entre-temps, après plus d'une heure, le géant panneau publicitaire est enfin retiré. L'axe lourd est décompté et la circulation progressivement reprend vie, comme vous pouvez le constater sur cette image. À votre suite, Junior Rossin, au sujet de l'électricité après les chutes de câbles. Les équipes d'Eneo et de Sonatrel sont mobilisées pour réparer les dégâts. En mi-journée, les opérations de sécurisation étaient achevées à plus de 80%. Les travaux sont en cours pour le remplacement des poteaux endommagés. Les populations sont priées de remonter les cas de poteaux et câbles renversés par l'orage via le 90. Et nous le disions en titre, elles ne s'aligneront certainement pas pour obtenir le pagne du 8 mars, vu qu'elles boycottent la célébration. Des figures politiques de la société civile de Stand Up for Cameroun demandent aux femmes de ne pas participer aux festivités de la fête à elles dédiée. Ceci en solidarité avec les victimes de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vanessa Melakamdem, Marius Kossou ont assisté à la conférence de presse de Stand Up for Cameroun. Pas de panne du 8 mars et boycott massif des festivités relatives à la Journée internationale de la femme. Appel lancé par le mouvement Stand Up for Cameroun à l'endroit de la gente féminine des 4 coins du Cameroun, toutes religions confondues. Nous sommes des femmes, la société ne va pas et nous sommes debout. Donc à partir du 8 mars, nous demandons à toutes les femmes, bien avant le 8, de nous contacter. De nous rejoindre pour qu'on puisse agir ensemble et faire comprendre à la nation, faire comprendre à ce régime, faire comprendre au monde entier, parce que le monde demande. Mais où êtes-vous, les femmes camerounaises? Cette action se veut un geste de solidarité à l'endroit des familles endeuillées par les crises qui affectent 3 régions du Cameroun depuis plusieurs années. À la place des agapes, Stand Up for Cameroun propose le port des vêtements noirs, l'adhésion au combat pour la libération du Cameroun. Un numéro de téléphone est même communiqué pour les besoins d'assistance. Nos enfants sont en train de mourir. 4000 ou plus dans l'extrême nord. 3000 et plus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nos enfants ne sont pas scolarisés. 600 000 dans les régions anglophones, mais sûrement plus d'1 million si nous ajoutons les régions du pays où il n'y a pas d'école. Stand Up for Cameroun est confiant quant au respect de ce mot d'ordre de boycott au regard du taux d'abstention observé lors des dernières élections municipales et législatives au Cameroun. Qu'est-ce que nous disons? Non. Et dans la page consacrée aux législatives et municipales de 2020, on parle de cette session de plein droit sous haute surveillance policière. Ce matin, Maroua Ier, Amadou Amidou, rempile à la tête de cette commune. Il a battu Youssouf Issa, présenté comme le choix du RDPC par 21 voix contre 14. L'exécutif communal est prêt pour de nouveaux challenges. Les précisions, c'est avec Lille Piedjou et Aminou Alioum. Le conseil municipal de Maroua Ier renouvelle une fois de plus sa confiance à Amadou Amidou, malgré tout.
Le candidat mandaté par le RDPC, Youssouf Issa, a mordu la poussière devant le maire sortant après un vote qui affiche 21 voix contre 14. L'exécutif communal est déjà conscient des défis. Le premier défi à relever d'abord, c'est de réunir autour de nous tous les conseillers municipaux, leur rappeler leur mission, c'est celui de veiller au développement de la ville de Marois-Prémier et aussi de veiller à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous avons plusieurs mots qui minent le développement de notre arrondissement de Marois-Prémier, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hydraulique villageoise, la voirie urbaine, bref, c'est tout un chantier qu'il faut absolument mettre en place et très rapidement pour les 5 prochaines années. Renvoyé pour contestation au sein du conseil municipal il y a quelques jours, le préfet du Diamaré s'est vu obligé de renouveler la date de la session de plein droit. Placé sous haute surveillance policière, les élections se sont déroulées ce vendredi matin dans le calme et le respect des lois de la République. Nous venons donc de superviser cette session qui s'est terminée dans de très bonnes conditions et les résultats sont bien connus. Ce n'est pas moi qui dois vous les donner. Tout ce que je peux constater, c'est que la session s'est passée dans de très bonnes conditions. Il n'y a eu aucun incident. Pour les 5 prochaines années, l'équipe conduite par Amadou Amidou devra travailler uniquement pour le bien-être des citoyens de Marois-Prémier, département du Diamaré, région de l'extrême nord. Et dans la suite de l'actualité, intéressons-nous à présent à cette affaire de Camerounais rapatriés d'Allemagne. Et c'est avec vous, Alain Ghislain Kanga, en direct de la capitale. Bonsoir. Des Camerounais en Allemagne, alors qu'aucune identité de rapatriés n'a été communiquée à la presse. Les officiels restent muets comme des carpes devant la rumeur de rapatriement en charter qui enfle le point avec Rodrigue Tong. Un serpent de mer. Tout le monde en parle et à la limite en ressent les effets, mais il est difficilement identifiable. C'est ainsi que se présente le cas des Camerounais prétendument rapatriés d'Allemagne pour défaut de papier. C'est ce sonore devenu viral sur les réseaux sociaux qui a mis le feu aux poudres. À l'heure où je vous parle là, on vient de déporter 8 Camerounais. Il y a de cela, il y a 3. J'ai 3 personnes que je connais normalement parmi les gars là. Le 31, la fête du 31 décembre, même il y avait un qui est venu là, fêter avec nous. Donc les gars, je tue votre attention, l'heure est grave. Donc faites tout et tout, ne dormez plus dans vos chambres. Bien sûr qu'ils viennent même porter les gens au travail. Le gars que vous dites là, on l'a pris dans sa chantier à 2 heures. Il s'agirait ainsi de retours massifs organisés par les autorités allemandes. Tous ceux qui ont le dos de mon frère, attention, femme ou homme, cherchez-vous déjà. Les Allemands ne donnent plus un avertissement. Ils viennent vous prendre la nuit ou ils vous surprennent au boulot là-bas. Ils vous emmènent au Cameroun. Voilà. Donc, avec tous les risques qu'on a courus, moi je préfère vous alerter que cherchez-vous dans d'autres comptes là-bas à côté. Ou cachez-vous. Au consulat d'Allemagne à Yaoundé, saisi par Canal 2, l'ambassade a indiqué n'avoir pas vanté dans la presse les questions liées au rapatriement. Pas de confirmation, pas de démenti. Juste un communiqué rassurant les demandeurs de visa. L'Allemagne délivre toujours le précieux sésame et surtout aux étudiants. Contrairement à une fausse nouvelle diffusée sur les réseaux sociaux, inspirée d'une annonce officielle suspendant pour les prises de rendez-vous au service des visas à Yaoundé. C'est aussi sujet de relatif au ministère des Relations extérieures ou à la délégation générale à la Sûreté nationale. Personne ne confirme, personne n'infirme non plus. Mais de sources crédibles indiquent avoir observé à l'aéroport international de Douala le week-end dernier de scènes suspectes analogues à celles donnant à voir des retours de passagers en séjour irrégulier en Occident. Mais les concernés s'arrangent pour que le passage par la case soit entouré de la plus grande discrétion. Les rapatriés
est donc par la presse. Et ce matin, à travers la presse à papier, Jean Bosco Talla, directeur de publication de Germinal, a gagné le procès contre l'État du Cameroun par l'annulation d'une préfet interdisant une réunion publique. C'est ce qui a mené le reporter à aller vers le requérant et au Gislain Périssono, Serge Alain Zébou. Voici deux décisions du tribunal administratif du centre qui condamnent l'État du Cameroun au paiement d'un préjudice financier et moral. Le bénéficiaire est cet homme, Jean Bosco Talla, directeur de publication du journal Germinal. Les faits remontent à 2014 et 2016, quand il veut tenir la grande palabre du nom d'un rendez-vous de réunion publique pour débattre des opinions. Les deux sous-préfets de Yaoundé 1er et de Yaoundé 2e, d'alors, interdisent les différents. Le tribunal sera saisi. Après, il rend le verdict. La décision interdisant la conférence dédicace, la conférence débat organisée le 6 novembre 2014 a été annulée et l'État du Cameroun est condamné à payer au journal Germinal les dommages de 2 millions de francs CFA. La deuxième décision concerne maintenant le sous-préfet de Yaoundé 2. En janvier 2016, nous avions publié un ouvrage de la Grande Palabre également, Société civile et engagement. Et nous avions voulu organiser une réunion publique, c'est-à-dire une conférence débat, une conférence dédicace pour présenter au public. Il s'est trouvé que le 28 janvier 2016, le préfet de Yaoundé 2 a aussi pris une décision interdisant cette conférence dédicace. Le juge fait aussi son travail parce que de qui lui est étudié et puis il essaie de voir, de faire une balance entre ce que le requérant et ce que dit la défense pour essayer de trancher. L'action reposait sur les menaces du public, tradition des motifs souvent querellés en vertu de l'événement dont dispose l'autorité administrative en la matière. Les défenseurs de la démocratie au Cameroun ne l'ont jamais accepté depuis 1990, date du retour au multipartisme au Cameroun. Ça permet à la démocratie camerounaise d'évoluer. Aujourd'hui, les gens peuvent se réunir librement dans un lieu public ou dans un lieu ouvert au public. Ça montre que l'état de droit, à travers cette décision, évolue. Ça ne peut pas ouvrir une nouvelle ère, je vais le dire comme cela, parce qu'en fait, l'ère a déjà été ouverte, c'est-à-dire avec la contestation même des décisions des autorités administratives sur le fondement même de cette loi sur le maintien de l'ordre, qui pour ma part est une loi qui a révisé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut toiletter. Reste à espérer la mise en œuvre des décisions du tribunal, car au tribunal, justement, l'État est souvent condamné pour délivrance de 2 titres fonciers pour le même objet à 2. Parlons à présent de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'association camerounaise des victimes de terrorisme a annoncé des plaintes contre les chefs miliciens installés à l'étranger. Ces derniers sont prêts à la dite association unie en Angleterre et en Norvège. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi à Yaoundé. Les précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Michel Foucault et Raoul Ngoufo. Elle réclame justice pour les victimes de la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et de terrorisme dont Bazouni tient pour responsable de leur malheur les séparatistes. La Déclaration universelle des droits ne doit pas être à tête chercheuse. Elle doit aussi s'appliquer aux victimes du nord-ouest et du sud-ouest. Au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi à Yaoundé, la dite association a annoncé avoir déposé une dizaine de plaintes contre les leaders ambazoniens vivant aux États-Unis, au Royaume Norvège, et lance un appel à leur représentation diplomatique au Cameroun. Ils ont aussi le pouvoir d'arrêter leur souffrance, d'aider que cette crise humanitaire ici au nord-ouest et au sud-ouest ne s'éloigne pas, ne continue pas, parce que les délinquants, ces terroristes internationaux habitent dans leur pays, violation de beaucoup de leurs lois pénales.
L'association s'est réjouie d'avoir mené des actions qui ont porté des fruits. Elle affirme avoir fait bloquer une vingtaine de comptes bancaires de ses leaders ambazoniens. Page Facebook, elle demande aux États-Unis qu'un juge fédéral ordonne à ces agences d'appliquer correctement leur code antiterroriste contre ses leaders. Une nouvelle audition de Aya Abdiné au secrétariat d'État à la Défense. Les avocats du fils de l'ancien président du PAP affirment qu'il a été à nouveau entendu ce jour après l'interrogatoire d'hier. En cause le rôle de la Fondation Aya dans le financement des mouvements séparatistes au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Si les conseils du mise en les échanges avec les officiers de police judiciaire, ils redisent que leurs clients ne financent ni de près ni de loin les Ambaboy. Aya Abdé-Fils est reparti libre du CED, mais l'enquête se poursuit. Et dans le cadre du drame de Garbouf, l'archevêque métropolitain de Douala a instruit au clergé et fidèles de son diocèse de dire ce jour des messes et prières en la mémoire des victimes. À la sortie de la messe qu'il a lui-même présidée ce matin à la cathédrale de Douala, il est également revenu sur la lettre d'un collègue de l'Église catholique romaine adressée au président de la République pour une sortie de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vous propose de l'écouter. Nous vivons la crise sociopolitique dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest depuis bientôt 4 ans. Il y a beaucoup de victimes. Personne ne peut contester cela. Et ces derniers temps, dans le diocèse de Kumbo, plusieurs personnes ont été tuées. Les gens font des discours sur le nombre. Ils sont à 5, ils sont à 20, ils sont à 14, ils sont à 22, ils sont à 22, ceci. Pour moi, le problème n'est pas là. Le problème, même si on a tué une personne, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que la vie est sacrée. Si nous avons pris, n'est-ce pas, la décision, n'est-ce pas, de nous mettre avec les fidèles du diocèse de Kumbo, c'est vraiment pour prier. Pour prier d'abord pour ces victimes. Non seulement les victimes de Kumbo, mais toutes les autres victimes de cette guerre. Toutes les personnes qui sont victimes, n'est-ce pas, de ces violences, de ces guerres. La secte Boko Haram dans l'extrême nord. Nous prions pour nous chrétiens, nous avons le devoir de prier pour toutes ces personnes. Je n'ai pas à commenter ces évêques, mais les évêques comme nous le faisons, nous avons tous le souci, n'est-ce pas, pour des gens qui souffrent. Eux, ils ont compris, n'est-ce pas, qu'au Cameroun, il y a des gens qui souffrent. Si le gouvernement camerounais peut réagir positivement à cela, en résolvant, n'est-ce pas, en trouvant une solution à cette crise, la lettre, donc la prière des évêques du monde sera entendue. Actualité également, l'on célèbre ce 21 février la journée de la langue maternelle, une langue qui est considérée comme le parent pauvre de l'aménagement linguistique. À l'observation, plusieurs parents trouvent difficile et ennuyeux de la parler à leur progéniture, cause ainsi une grave à ce ferment de la communauté, pourtant source de richesse. Ambroise Foguet. La langue maternelle apparaît pour le Camerounais comme la preuve irréfutable qu'il est acculturé, dépourvu d'identité. Ma langue maternelle, c'est le Romala. On dit bonjour au Tcha ou bien Amgak. Jamna Adjeme, Ntore. Comment se portent nos 309 langues nationales dans un pays à 87% francophone et 17% anglophone? Un pays
où l'invasion du français et de l'anglais est agressive et impitoyable. La langue maternelle se porte, je dirais, assez bien parce que elle est en partie troublée dans son acquisition à cause de la présence des langues étrangères. La langue est avant tout un moyen de communication. À travers elle, les peuples extériorisent leurs pensées et leurs sentiments. Le code d'expression utilisé par nos langues peut être connu et en mesure d'être décrypté et compris par tous les interlocuteurs. Le Cameroun vit avec un peuple uni dans l'ignorance. Je veux dire, ce sont des gens qui parlent presque la même langue, qui disent presque la même chose, mais qui sont déplacés dans l'histoire et qui sont restés coupés. La langue, indicateur majeur de l'identité d'un individu ou d'un peuple, puise les éléments de référence de sa construction dans le cadre matériel et immatériel où elle existe et opère. La garder relève d'un impératif de survie et de pérennisation de notre culture dans ce qu'elle a de plus substantiel. Tout argument de supériorité n'étant qu'imposture. Comme on dit en latin, sui generis, toute langue est indépendante et elle est fière et elle incarne une communauté et chaque communauté en vaut une autre. Parce que chaque communauté peut vivre seule. Seulement, il faut échanger. Parce que la langue est comme l'être humain. La langue est sociale, la langue est communautaire. Je veux dire quoi? Internationale. Si la langue est localisée quelque part et ne bouge pas, ne change pas, elle va disparaître. Le recul lourdement inquiétant des langues nationales, notre patrimoine séculaire, qualifié avec dédain de patois au dialecte au profit des langues d'emprunt, acquises au détour de la douloureuse rencontre historique avec l'Occident, devrait inquiéter. Et les diplomates américains en poste à Yaoundé se prêtent au jeu de l'usage des langues nationales camerounaises. En tête, l'ambassadeur Peter Henry Ballerin s'y rappelle toutes les amitiés en Pidgin, en Foufoulde, en Bafan, en Bassa, Douala et Otele et ne les jugez pas. I salute Wana Cameroonian soul. Today was number 21 day for February. A day where all men they actori for a country talk for all sides for this ground. Not like 6,000 country talk them day this outside. Manet Migilma, now Peri Kakaba, Taidi Gabamachendin, Esanama de Wasenet Migilma, Ebiwe Ehebo. Leme Jita, Lende Boen Boa, Mamboa Masu. Seto bukate ungusa bato. Bama tope eyem asu. Gola pe tempia, gua pe mo. Tu gua membia, chenu, quasi, pi ma pepe. Makale bimia nduku nkoma nasi toloke no wabunga. Ewom metebana tebo wunde mpan tikolo angomango. Amerika ni ilongjes di Cameroun bawap mabiye la mayu ni masalak mes mayek lebe ikewe di balarbes. Pashiket, pakut, tushiket, tianungum tu Cameroun. Afe pesui, ngu emutin, tuyi, mukumcha, ngu pup ndap. Ko Woldende era Wolwota, c'est Erube Wolwolgunde. Des extraits sélectionnés par Rodrigue Tanguay. Et 6 ans ce jour que Charles Atebayene nous a quittés des suites de maladie. Ce jour, ses amis et admirateurs s'en souviennent. Une messe de requiem à la basilique d'Unvolier, ici à Yaoundé. Une autre dimension, celle œcuménique du défunt presbytérien d'obédience. Écoutons les témoignages du professeur Oona et ses enfants. Depuis que papa a disparu, nous avons reçu plein d'amour de certaines personnes qu'on ne connaissait même pas. Aujourd'hui, sur la majorité des amis qu'il avait, on avait à peine... Mais ce sont les actes qui comptent le plus. C'est celui dont on s'inspire parce qu'au regard de tout ce qu'il a mené, des combats et tout ce qu'il nous a enseigné, on retient vraiment que c'est le chemin à suivre, c'est la seule voie qu'il nous a montré et c'est celle. Yéné a été une personnalité qui a créé son sillon
dans la société camerounaise. C'est une personnalité qui s'est inscrite dans les esprits, dans l'espace public. Et comme il le disait lui-même, il était principalement un intellectuel de médias qui pouvait, par ses interventions orales et ses écrits, soulever les passions, soulever l'attention des masses autour d'un certain nombre de questions. Ça a été donc à sa manière un animateur aussi bien intellectuel qu'idéologique que de notre espace public. Série Kououna Guigny et les membres de la famille de Charles Ateba Eyene s'exprimaient au micro de Francis Nguebnan. En sport, basketball, les Lions indomptables viennent de s'imposer face à la sélection nationale de Guinée équatoriale au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Une rencontre qui est rentrée dans le cadre de la première sortie de la première phase de qualification de l'Afro-Basket qui se déroulera au Rwanda l'année prochaine. Je vous propose de suivre quelques réactions au terme de cette rencontre. Nous avons fait l'essentiel et nous pensons faire encore mieux demain. On appréhende toute l'équipe de la même façon, avec beaucoup de sérieux. On va essayer de regarder certaines parties du match qu'ils ont joué aujourd'hui pour voir comment ils jouent, leur tendance, et on va essayer de s'ajuster en fonction de cela. On est resté en équipe, on a joué 10 séances avec eux, notre équipe avait 8 joueurs. On est resté en équipe, on a joué ensemble et bon, aujourd'hui aussi on a mis des shoots. Voilà donc Adala et Kadi qui s'exprimaient au micro de Francis Nguebnan. Et la suite de ce 19h50, c'est à Douala avec vous et Mekatere Moukouri et on reste en sport. Alain Ghislain Kangan reste en sport et vu que vous parliez justement de la Guinée équatoriale, le tournoi féminin UNIFAC a marqué une pause ce vendredi dans ce pays. Occasion pour Guy Mokopete, secrétaire général de l'institution sous-régionale de football, de faire le point sur la compétition après 2 journées disputées. Plus de détails avec notre envoyé spécial en Guinée équatoriale, Marc-Yonel Chameau. Ce vendredi est jour de repos au tournoi féminin UNIFAC Guinée équatoriale 2020. Le secrétaire général de l'instance sous-régionale a tenu à faire le point après les 2 premières journées de compétition dans les villes de Bibiine et de Mongomo. L'ensemble jusqu'ici, ça a l'air d'aller. Les déplacements, vous savez, il faut le préciser à ceux qui nous écoutent. Il y a deux sites. Il y a un site à Mongomo, là où nous sommes à présent, et un autre site... J'ai regardé, j'ai calculé le kilométrage, c'est à 71 km ici, c'est à Ebibéine. Donc là-bas, il y a 4 équipes et ici, à Momo, il y a une équipe, c'est l'équipe centrafricaine. Donc tout se passe bien, les déplacements, les réunions techniques, jusque-là, il n'y a pas eu encore de quoi. Guy Mokopete n'a pas pu échapper aux questions sur la polémique sur l'âge des joueuses engagées dans ce tournoi et les véritables raisons des absences du Congo-Brazza, de Sao Tomé et Principe et du Cameroun. Nous avons 5 tournois cette année et que 4 tournois parmi les 5 sont les tournois de U17 et U20. Mais en ce qui concerne le féminin, il s'agit de 7. Pour des raisons presque similaires, parce que les équipes voulaient bien que ce soit l'UNIFAC qui prenne en charge le transport, donc disons à 100%. Malheureusement, les contacts que nous avons pris, il y a eu une réunion, le président Gustavo et moi étions à une réunion qui regroupait et la FIFA, et la CAF, et toutes les zones. Et il a été bien décidé des choses là-bas et c'est ce que nous sommes en train d'appliquer. Malheureusement, les gens... Ce tournoi qui réunit pourtant les sélections nationales féminines de la sous-région aurait pu servir de véritable galop d'essai pour les Lions U20 en stage ou les Lions indomptables qui s'apprêtent à défier la Zambie pour une place aux Jeux Olympiques de Tokyo. La réaction de la FECAFOOT est attendue sur la question. Ce samedi, l'on va aborder la 3e journée. La RD Congo défiera la RCA à 16h à l'estade de Mongomo et à Ebibine, toujours à 16h, le Tchad face au Gabon. La Guinée équatoriale est exempte de ce tour. Préparation du CHAN 2020, 3 matchs, 2 victoires, 1 nul. Les Lions à Prines font bonne figure. L'équipe conduite par Yves-Clément Aroga est de retour depuis cet après-midi au Cameroun. Elle sera face au Rwanda lundi prochain à Yaoundé. Lil Piedjou et Luciano Diaco pour les précisions dans cet élément.
13h25 ce vendredi. Les Lions indomptables à prime sont de retour au Cameroun via l'aéroport international de Douala. Les plans du coach Yves Clément Aroga retrouvent leur pays après un tournoi de 3 équipes au Congo-Brazzaville où ils ont battu la RDC 1-0 et un match nul d'1 but partout face au Congo-Brazzaville. Le stage se passe bien puisqu'on se sent comme à la maison, tout le monde. Tous ceux qui sont convoqués, on se prend pour des frères, on s'accepte et on apprend à se connaître pour pouvoir former la meilleure équipe possible. Nous, c'est une grosse satisfaction. On a eu une grosse équipe de la RDC, vraiment des joueurs qu'on voit souvent dans les compétitions africaines. Pour nous, c'est une grosse satisfaction de les avoir vaincus. Pour ce tour préparatoire du CHAN 2020, la sélection camerounaise reste ouverte. La porte reste ouverte et on ne sait jamais où le joueur peut réagir à la dernière minute. Donc nous sommes en train d'attendre et j'espère que tout le monde est conscient que la porte de sélection est ouverte à tout le monde, à tous les joueurs camerounais. Lundi prochain, les Lions indomptables à prime seront face au Rwanda, également qualifiés pour ce CHAN au stade Omnisport de Yaoundé. L'équipe rwandaise est également arrivée au Cameroun cet après-midi dans le même vol que leur adversaire. We are very glad, first of all, to play against a host nation like Cameroon. It's a strong team we know. It's a very strong country in football, so I think it's a very great opportunity for us to start our preparations against a big side like Cameroon. Les Lions à prime affrontent le Zimbabwe en match d'ouverture du CHAN 2020 le 4 avril prochain. Et depuis quelques mois, les stages se multiplient pour détecter l'équipe gagnante du jour J. On parle à présent économie dans ce journal des 20 spécialistes en vente de trésors agréés par le ministère des Finances. Environ 14 se sont positivement démarqués au cours de l'année 2019. 5 d'entre eux ont reçu des primes du ministère des Finances. Ces institutions bancaires font partie de celles qui ont répondu aux critères édictés par le MINFI. Michael Chiptio et Emmanuel Bivarka. Ils ont été évalués sur des critères de participation aux séances du cadre de concertation entre le ministère des Finances et les SVT. La participation aux séances adjudicataires et la présence sur le marché secondaire, entre autres. Monsieur le ministre des Finances, nous avons sur les 20 SVT que vous avez agréés, 14 qui participent activement aux réunions du cadre, aux sessions d'adjudication et qui contribuent selon leur niveau de liquidité à la souscription de titres et qui participent également à animer le marché secondaire. Donc, au terme de ce calcul, j'ai le plaisir d'annoncer le classement suivant. The first of the class, Ecobank Cameroun. Ecobank Cameroun a effectué des souscriptions de 128 milliards de francs CFA et a été présente à toutes les sessions du cadre de concertation. Deuxième sur la liste, la Société Générale du Cameroun pour une souscription de 127 milliards. La BICEC, devenue BCP, arrive en troisième position avec une souscription de 116 milliards de francs CFA. Afriland First Bank et Standard Chartered arrivent en quatrième et cinquième position respectivement avec 65 milliards de francs CFA de souscription pour chaque entité. Selon le ministre des Finances, l'opération a pour objectif d'aboutir à un marché des titres publics plus dynamique dans tous ses compartiments. Chacun des indicateurs d'évaluation retenus revêt une importance particulière dans la perspective d'un marché régional des titres publics. Fin des travaux des experts de la CEAC sur le projet de démarcation de la frontière entre le Cameroun et le Congo. Il est attendu des deux gouvernements la mobilisation des ressources matérielles et financières pour appliquer le chronogramme d'activité. Le protocole de cette frontière vieux de 118 ans va être rétabli selon le programme des frontières de l'Union africaine Horizon 2022. Les précisions, c'est avec Monique Naosi-Fossou et Henri Chinda. Démarquer et réaffirmer la frontière commune entre le Cameroun et le Congo, non pas pour établir un mur, mais davantage établir une zone d'échange, de partage, une zone de co-développement pour le bien-être des populations situées des deux côtés de la frontière.
C'est ce qu'ont laissé entendre Paula Tangandji et Raymond Zéphirin Boulou, respectivement ministre de l'administration territoriale du Cameroun et ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du Congo. Ils ont présidé pendant 2 jours les travaux sur la démarcation de la frontière entre les deux pays. Je crois qu'on peut être fier qu'entre la République du Cameroun et la République du Congo, vraiment c'est les relations de bon voisinage et que les deux chefs d'État qui travaillent beaucoup pour que ça demeure ainsi. On attend les moyens des deux gouvernements et certainement aussi l'aide de la CEAC et pourquoi pas un financement de la coopération allemande, étant donné que la GIZ est présente. Après signature et paraphe du protocole d'accord, des termes de référence, du chronogramme d'activité, une visite de quelques infrastructures de la ville de Douala est offerte à la délégation congolaise. Le stade de Japoma, en passant par la salle de conférence d'avant et d'après-match, la salle de contrôle, avant de déboucher sur la cuvette de 40 000 places, ce qui a ébloui les visiteurs. Très bien équipé. Ce qui m'a plus émotionné, c'est la salle de vidéosurveillance, surtout pour nous qui assurons la sécurité des personnes. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Et je ne m'imaginais pas qu'il y avait cette salle et l'interconnexion avec la ville et les autres localités. Bravo, c'est une grande réalisation. La suite de la visite s'est étendue au pont sur le Vouri et au port autonome de Douala. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 2 International.